Vous écoutez Le Trèfle, le podcast francophone des Boston Celtics. Bonjour, bonsoir et bienvenue à tous et à toutes dans ce nouvel épisode du Trèfle. Je suis Vincent et ce soir nous revenons sur les demi-finales de conférence Est opposant les Boston Celtics aux Cleveland Cavaliers. Pour ce faire, je ne suis évidemment pas seul. Avec moi ce soir, Hugo, comment vas-tu ? Bah écoute Vincent, très bien. Bonjour également à tous nos auditeurs. Bah là je suis un peu surpris parce que vu l'intensité des matchs, etc., je pensais que c'était la saison régulière, donc ouais. Non, c'est les playoffs. C'est les playoffs. Il y a pas dedans. Petite question supplémentaire. Qui va être choisi, Hugo, en premier choix de la draft par les Atlanta Hawks ? Je te donne le choix. Qui va être choisi ou celui que je prends ? Le tien. C'est difficile comme ça. Je pensais que tu allais me répondre du tac au tac et tout. Non, bah si je dois dire les termes, je vais dire les termes. Pour moi, Quinton Post. C'est quoi ? Quinton Post. Oui, non mais ça c'est la réponse des hipsters. Non mais si je devais faire un move comme ça, je prendrais Donovan Clingan et j'en ai rien à foutre. Voilà, je dis ça. Et je vais poser exactement la même question à nos troisième intervenants. Titouan, salut Titouan, comment vas-tu ? Et qui toi tu prendrais en premier choix de la prochaine draft pour les Atlanta Hawks ? Écoute, ça va très bien. Content d'être dans le rôle, assez rarement d'être dans le rôle de l'intervenant, pour une fois. Ouais, du coup, pour la draft, moi, je vais être moins original, on va dire, que Hugo. Tout simplement parce que je dirais Alex Sarr, déjà parce que je pense que c'est le consensus un peu qui traîne, mais aussi parce que moi je trouve, contrairement à beaucoup, je trouve le fit Sarr Jalen Johnson pas si catastrophique que ça. Après avec Okongwu c'est peut-être un peu différent, mais ouais je crois au shoot de Sarr et tout, donc mais bon, on n'est pas là pour faire un scouting report d'Alex Sarr, mais ouais moi je partirais sur Alex Sarr, je trouve le fit pas si dégueu que ça. Quelle horreur. Bon, nickel. Comme ça, mes deux scouts, ils ont pu dire ce qu'ils pensaient d'éventuels premiers choix de draft. On vous tease même c'est un trailer de futurs épisodes pour les choix de Boston. Donc ce soir, on va revenir sur cette fameuse demi-finale de conférence contre les Cleveland Cavaliers. Je vais faire d'abord un petit état des lieux des matchs. Boston a gagné la série 4-1. Donc déjà on va souligner que effectivement Porzingis n'a pas joué de la série, Jarrett Allen de l'autre côté non plus. Tout d'abord on a commencé par un match 1 à domicile qui a été remporté par Boston facilement de 25 points, je vais pas trop m'étendre dessus. Au deuxième match, comme contre Miami, victoire des adversaires de Boston au TD Garden après un match bien cata, notamment une deuxième mi-temps bien catastrophique des Boston Celtics. Au match 3, on se rendait à Cleveland, où là, Boston a gagné 106-93 pour peut-être, à mon avis, le meilleur match de la série de Boston. Le quatrième match a été encore une victoire de Boston, cette fois-ci fait marquant, absence de Donovan Mitchell côté Cleveland, donc qui était quand même bien amoindri. Et pour la première fois de ces playoffs, on a eu droit à un money time où ça a été finalement serré, où finalement Boston a gagné 109-102. Et la série s'est donc terminée au match 5 au TD Garden, victoire 113-98. Alors là, il n'y avait pas de Jarrett Allen, pas de Donovan Mitchell, je vais y arriver, ni de Caris LeVert, donc une équipe grandement amoindrie et une performance relativement moyenne des Celtics. Donc voilà, pour cette victoire 4-1 dans cette demi-finale de conférence. Un petit bilan global, je vais lancer Titouan si tu veux donner ton avis sur la série de Boston. Bah écoute, la série en elle-même, elle est pas mauvaise. En soi, comptablement, on a fait le job dans le sens où on a gagné, voilà, 4-1. Beaucoup s'attendaient au sweep 4-0, surtout vu les absences, mais on sait que en NBA c'est pas toujours aussi simple que ça, donc
comptablement le boulot est fait. Après dans le contenu, oui, il y avait du bien, du un peu moins bien. Je suspecte les Celtics d'avoir pas nécessairement forcé leur talent. Ils ont pas eu besoin non plus, donc ouais, je sais pas s'il y a grand chose à retenir de la série d'un point de vue purement, enfin, en termes de bilan, je pense pas que ce qu'on a vu de cette série en dise long sur ce à quoi s'attendre des Celtics, dans le sens où en fait ce qu'on a vu c'est des choses qu'on a déjà vues en saison régulière, que ce soit le positif ou le négatif. On va en parler un peu plus en long et en large pendant l'épisode, mais les Celtics ont cette qualité de faire du mismatch hunting. Du coup, ça on l'a vu aussi en saison régulière, cette capacité notamment à cibler Darius Garland par exemple dans cette série où Tatum s'en est pris à cœur joie et on a été très efficace là-dessus. Et donc on a vu les Celtics capables de mettre des gros runs offensifs, de stopper aussi l'attaque adverse, et donc de faire des gros runs où on peut prendre 12-15 points d'avance. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose qu'on a déjà vu en saison régulière. C'est pas quelque chose de nouveau, cette capacité-là. Mais à l'inverse, on a vu aussi une capacité dès qu'ils ont ce run, dès qu'ils ont cette avance de 12-15 points, à tout simplement arrêter de jouer et en fait retomber un peu dans leur travers et reperdre rapidement cette avance. Mais encore une fois, ça c'est aussi quelque chose qu'on a déjà vu dans la série précédente et en saison régulière. Donc c'est en ça que je trouve que ce qu'on a vu face aux Cavs, j'ai pas l'impression qu'on ait appris grand chose des Celtics, que ce soit positivement ou négativement, parce qu'en fait tout ce qu'ils ont fait de bien, c'est des choses qu'ils faisaient déjà bien avant, et tout ce qu'ils ont fait mal, c'est des choses qu'ils faisaient déjà mal avant. Donc j'ai plus l'impression que ouais, ils ont pas forcé leur talent vis-à-vis de l'adversité, et que ce soit les fans ou nous, on attend qu'une chose, c'est enfin sans manquer de respect aux Cavs ou aux Heat, on attend qu'une chose, c'est une équipe qui soit un peu plus à la hauteur, on va dire, apte à nous challenger entre guillemets. Ok, super. Et toi Hugo, t'as pensé quoi de cette série? Bah, j'ai pas grand chose à rajouter par rapport à Titouan. La série, elle était, si je veux être très honnête, elle était nulle. Enfin, c'était pas une très grande série de basket. C'est une série dans laquelle, au final, on a pu se permettre de jouer, 15 minutes par match en étant très sérieux, 20 minutes en étant ok, en jouant en yo-yo en fait, avec les Cavs, voilà, comme Titouan l'a dit, en étant capable d'accélérer quand vraiment il le fallait. Mais au global, on n'a pas vu une très grande équipe des Celtics, on va pas se le cacher. On a vu une bonne équipe des Celtics par séquence. Maintenant, on attend qu'une chose, c'est quand même que les playoffs commencent, parce que je trollais en introduction, mais au global, voilà, on a eu deux séries quand même très faciles, même si on va pas s'en plaindre, évidemment. On a eu deux séries faciles, on les a aussi rendues faciles. Ça, c'est une réalité, mais au global, voilà, pour l'instant, on n'a pas vu grand chose, on va pas se le cacher, donc on attend évidemment mieux, même si on a quand même quelques pistes de réponses à certaines questions, en tout cas qu'on pouvait se poser avant les playoffs, mais voilà, le plus dur va commencer maintenant, surtout avec les finales de conférence, et encore plus si on venait à se qualifier en finale, ça c'est sûr et certain. Ouais, je suis d'accord avec vous. En fait, au final, là, on est avec tous ces matchs qu'on a vus, là, ça fait quoi? Ça fait 10 matchs qu'on a vus. On vient picorer des petites satisfactions ou des petites choses qui nous plaisent pas, mais c'est picoré. C'est picoré pour l'instant. On n'a pas eu effectivement le challenge en face pour avoir des choses dans la continuité. Donc finalement, pas énormément de choses à en retenir, ni même de grandes réponses à d'éventuelles questions, à savoir si on peut aller au bout, être si sérieux que ça pour le titre. Ok, super. On va essayer de se fixer, d'essayer de mettre en avant certains joueurs sur cette série qui nous ont ou déçus ou agréablement surpris, ou même parler du coaching. Donc Titouan, si tu as un joueur auquel tu veux porter une attention particulière, je te laisse. Ouais, alors j'en ai un et je pense que beaucoup doivent l'avoir, c'est Derrick White, parce qu'en fait Derrick White a fait du Derrick White. Toujours aussi propre dans ses choix, dans ses exécutions. Il y a rarement de match où en fait Derrick White est à la fin du match, tu te dis il a vraiment été mauvais. Il est toujours très bon. J'ai relevé une stat parce qu'en fait, du coup, j'ai regardé les matchs et je m'étais pas spécialement attardé sur les statistiques. Alors c'est des stats brutes, mais c'est quand même assez assez impressionnant et ça montre à quel point il est juste, et d'un côté ça me choque pas.
22 assists sur la série, donc sur les 5 matchs, 22 assists pour seulement 2 turnovers sur les 5 matchs. Donc bon, évidemment un ratio assist-turnover de 11, mais bon, ça a peu de sens sur un échantillon aussi faible. Mais c'est quand même ultra intéressant de voir le peu de turnover qu'a Derrick White, et c'est une des stats qui montre à quel point Derrick White joue toujours juste, en plus de sa défense qui a été, je trouve, très bonne, notamment sur Garland et Donovan Mitchell, même si évidemment ils ont été amenés Garland a quand même pas fait une très bonne série, parce qu'il y a eu quelques fois il a été laissé ouvert à 3 points et que c'est lui qui a pas mis ses tirs, et que Donovan Mitchell était un peu blessé, même beaucoup, parce qu'il a même pas joué les derniers matchs. Mais ouais, moi je mettrais en valeur la série de Derrick White dans un style qui lui est très très propre, quoi. C'est-à-dire justement très juste et très propre. Rien d'exceptionnel, pas de stats hallucinantes ou de gros trucs comme ça, mais toujours juste, quoi. Monsieur propre. Exactement. Tu nous dis qu'en fait, il avait perdu 2 ballons en 5 matchs, alors que Jalen Brown a besoin de 12 secondes pour perdre 2 ballons. C'est exactement ça. Le manque d'efficacité de Derrick White, hein, tout simplement. Alors que des mecs sont capables de se focus sur un domaine et d'y être excellent. Hugo, t'as pensé quoi de la série de White, toi? Alors déjà, je tiens à dire, parce que je suis pas sûr de ce que je viens d'entendre, c'est bien Vincent qui a lâché une tech sur Jalen Brown, c'est ça? Ah ouais, C'est pas le multiverse, ok. Non, mais sinon, pour la série de Derrick White, oui, globalement, assez bon. Il y a un match quand même, alors peut-être le match 4, dans mon souvenir, match 3 ou 4, où il passe, je trouve quand même à côté, où il est, je sais plus combien de points il met au final, mais pendant longtemps, il reste bloqué à vraiment peu de points. Et au global, c'est le match où il a le moins d'impact quand même. Mais sinon, sur l'ensemble de la série, oui, ça reste du Derrick White, hein, à l'image de son match, de son match 5, le dernier match, où il est vraiment très très bon, où il rentre des gros tirs quand il le faut. Et non, voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire que ce qu'a dit Titouan sur Derrick White, hein, franchement. Quel plaisir d'avoir un Derrick White dans son équipe, surtout avec le rôle keynésien. C'est juste le joueur, cette année, on a eu cesse de le dire, mais c'est le joueur parfait pour nous, et il l'a encore prouvé sur cette série, ça c'est sûr et certain. Ce qui est ouf, c'est que même quand il fait une mauvaise série, il est pas, il a ce côté, par exemple, John Brown, quand il fait un mauvais match, il y a vraiment ce côté où en fait il va générer beaucoup de turnover, et du coup ça va être beaucoup de points faciles pour les adversaires, et quand John Brown est mauvais, il peut vraiment nous faire mal. Là où Derrick White, quand il est mauvais, disons il va être mauvais, par exemple au scoring ou au shoot, des choses comme ça, mais c'est des trucs qui vont pas nous mettre tant dans le mal que ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais parce qu'en fait, le fait qu'il fait tellement d'autres petites choses tellement bien fait que effectivement, il te pénalisera jamais à outrance. Alors quand il commence à rentrer tous ses tirs, oui, c'est un bonus énorme, mais de base, le joueur fait tellement peu d'erreurs qu'il est toujours positif, hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est toujours dans les premiers au net rating, au plus-minus, tout ça. C'est parce qu'en fait, il apporte tout le temps, peu importe son adresse finalement, tous les soirs. Je vais prendre la main du coup avant qu'Hugo il enchaîne sur une autre personne. Moi j'ai envie qu'on parle de Jrue Holiday. Je suis très satisfait de sa série. Je pense que c'est un peu la série référence, que ça soit au scoring, en défense toujours, mais je l'ai trouvé très efficace. Je l'ai trouvé globalement bon alors qu'il avait été plutôt en dedans contre Miami. Donc je voulais moi le mettre en avant ce soir. Pas forcément dans des stats faramineuses ni rien, mais je l'ai trouvé très efficace au tir, ce qui est pas toujours dans ses habitudes. Il a toujours une ou deux pertes de balles qui font un peu grincer des dents, que c'est un peu pas terrible, mais je l'ai trouvé vraiment bon, toujours dans ce rôle un peu parfois joué dans le dunker spot, un peu comme un intérieur en attaque, notamment dans le match 5 que je me suis refait ce matin. Il y a 2-3 actions où finalement il joue quasiment comme un pivot pendant qu'Horford est dans le corner ou à 45. Je trouve ça assez intéressant, je trouve qu'il est vraiment utile, donc c'est vraiment cool. Je sais pas ce que vous avez pensé vous de sa série. Alors, personnellement, je vais prendre la main. C'était pratiquement, j'ai une autre idée en tête, mais le joueur que je voulais mettre en avant, parce que, comme tu le dis, alors je sais qu'il a été beaucoup écrit, notamment après le match 1 de mémoire où il passe à côté, ou peut-être le match 2, j'ai un trou, mais il a été très très critiqué, notamment sur Twitter, hein, on va pas se mentir, mais au global, franchement, si on regarde la série et l'impact de Jrue Holiday, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on a besoin d'un gros tir, il y a certains matchs où, alors là,
qui étaient clairement des matchs de série où les Cavs rentraient pas mal de tirs pour recoller alors qu'on avait creusé un trou. Bah, je roule l'idée quand il a fallu rentrer ce gros tir à 3 points ou même voilà faire l'action clé, il a été capable de la faire. Et je parle même pas de ses rebonds, parfois ses rebonds offensifs quand on a enchaîné, ça doit être dans le match 4 de mémoire, mais 3 ou 4 possessions, trois possessions offensives, 3 chances de scorer parce que Jrue Holiday prend 2 gros rebonds offensifs. Franchement, il insuffle une énergie assez incroyable. Et franchement sa série, oui, alors c'est le match 2, j'ai vérifié, il passe à côté, il met 4 points à 2/7 et surtout vraiment sur ce match très peu d'impact, mais sinon sur ces 2 derniers matchs par exemple il est vraiment trop fort et dans le rôle qu'on attend de lui encore une fois, c'est parfait d'avoir ce duo Jrue Holiday, Derrick White, de joueurs un peu discrets qui nous font clairement franchir un cap en play-off par rapport au plancher et surtout au plafond potentiel de cette équipe, avec 2 joueurs comme ça qui, on le sait, vont avoir une production très bonne tout le temps, ou quasiment tout le temps, et les soirs où vraiment ils sont, les soirs où vraiment il faut taffer, on a besoin d'eux pour créer quelque chose, pour créer un petit leap, comme disaient les Américains. Ils sont capables de le faire et ça nous pousse, en tout cas, leur niveau nous pousse dans une autre dimension. Et toi, Tito, tu nous suis sur Jrue? Ouais, totalement. De toute façon, on le savait aussi tout au long de la saison régulière. C'est celui, je pense, qui a le plus gros delta entre ce qu'il peut faire, enfin entre ce qu'il fait par rapport à ce qu'il peut faire sur le terrain, dans le sens où il peut vraiment passer du rôle de soutien entre guillemets. Alors ça fait un peu cliché de dire ça, mais voilà, le gars qui va faire un peu les grosses tâches défensives et offensivement juste en finisseur. Et à côté de ça, il est capable aussi, comme tu l'as dit, par exemple sur le match 5, de d'être très bon dans le dunker spot, dans des trucs dans des rôles dans lesquels on n'a pas l'habitude de le voir en fait. Ou parfois c'est Azad notamment qui avait fait des vidéos là-dessus. Je crois que c'était face au Heat, si je dis pas de bêtises, où il est énormément utilisé comme big en fait. Donc c'est vraiment, c'est un peu le caméléon de l'équipe en fait, où il est vraiment utilisé dans plein de rôles différents et c'est au-delà de la performance et de l'efficacité en elle-même. Je pense que c'est très valuable d'avoir un joueur qui est capable de rentrer dans le moule de tellement de rôles différents en fait. Impeccable. Du coup, Hugo, tu voulais enchaîner sur qui? Sur qui, tout simplement. Alors moi, je voulais enchaîner sur quelqu'un qu'on n'attendait pas forcément, en tout cas au début des playoffs, qu'on attendait un peu plus après le premier tour et la blessure de Porzingis, mais je voudrais parler quand même de Luke Kornet sur cette série qui, d'ailleurs, j'ai souvent l'exemple en tête de la télé. Alors je sais plus qui était souvent en commentaire sur ces matchs, mais à chaque fois, dès qu'il rentrait, c'était sur TNT, mais je sais plus quel consultant TNT, mais qui disait oui, Luke Kornet, très bonne minute, très bonne minute, très bonne minute. Et c'est vrai que quand on regarde au final, alors je sais qu'on peut lui reprocher sa défense, notamment sur pick and roll, qui a été quand même assez défaillante dans cette série parce que c'est pas sa qualité première, on le sait, et c'est pratiquement la seule qualité offensive des Cavaliers. En tout cas, sans Jarrett Allen, c'est d'exploiter le pick and roll, le pick and roll, le pick and roll et encore le pick and roll. Donc forcément, Luke Kornet a été ciblé. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que oui, il a donné d'excellentes minutes. Et alors, je vais pas dire qu'on pouvait se poser la question du niveau du banc des Celtics, par rapport au banc des Cavs, parce que le banc des Cavs est probablement un des pires en NBA, en tout cas avec les blessures qu'ils ont actuellement. C'est un banc qui est borderline niveau NBA pour beaucoup de joueurs. Donc le banc des Celtics est sensiblement meilleur maintenant. Luke Kornet a quand même fait dans ses minutes directes, j'ai envie de dire, face au banc des Cavs, il a donné d'excellentes minutes et il a permis en tout cas aux Celtics de créer un lead. Et en ce sens, je trouvais que c'était bien quand même de le mettre à l'honneur parce que il n'aura peut-être pas un rôle aussi important dans la suite des playoffs, encore plus si Porzingis vient à revenir assez rapidement, parce qu'on ne sait pas encore à l'heure d'aujourd'hui. Maintenant, Luke Kornet, franchement, agréablement surpris de sa performance et on espère en tout cas que s'il venait à avoir des minutes, qu'elle serait encore aussi bonne
que face aux Cavs. Merveilleux. De l'amour pour mon chouchou, je suis refait. Titouan, moi j'ai envie de te lancer parce qu'il y a un joueur qui m'a un petit peu déçu et finalement qui a pas joué beaucoup, c'est Sam Hauser. Et moi, il m'a légèrement déçu dans la défense, pas forcément la défense homme à homme où il aurait été ciblé parce qu'il l'a pas été, mais sur des switches, sur la défense plus collective, j'ai pas été transcendé par la série de Sam, notamment défensivement. Je sais pas ce que toi t'en as pensé, étant donné que t'es son agent. Directement, on le dit, faut le dire maintenant, voilà. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Bah déjà Sam donne l'argent. Hein. Si je suis ton agent, j'attends toujours les commissions. Non mais bah de toute façon dès que Sam Hauser fait un mauvais match, je regarde mon téléphone si j'en reçois pas une notif d'Hugo. Et je regarde les minutes de Sam Hauser versus les minutes de Svi. Non, oui, c'est vrai qu'il il a pas été bon défensivement. Et le problème, c'est que offensivement, il a pas forcément toujours rentré ses tirs. Et on sait que Sam Hauser, il a un profil qui est tel que s'il rentre pas ses tirs, vu qu'offensivement, défensivement, pardon, on sait que il est borderline en fait. Hein, il jongle un peu il est en équilibre avec la limite de je suis border négatif. Voilà. S'il rentre pas ses tirs de l'autre côté, c'est très compliqué de lui trouver des minutes en playoff. Et on sait, c'était un peu le point d'interrogation avec lui dans ces playoffs. On s'est dit son spacing elite peut vraiment aider les Celtics, mais pour ça, faut qu'il soit pas négatif défensivement. Donc quand en plus il y a le côté variance du tir qui fait qu'il est pas dans un bon jour, même dans une bonne série, il devient difficilement jouable en playoff, ça c'est clair. Mais d'un autre côté, on sait que au niveau du shoot, ça peut revenir d'un match à l'autre en fait. À tout moment, le game 1 des finales de conf, il te fait 4 sur 5 à 3 points. Hein. Ouais, c'est possible. Tu vois, dans le rôle similaire, je trouvais que Pritchard était moins ciblé et fait une meilleure série pour le coup, assez nettement. Ouais, offensivement surtout, et défensivement, effectivement, il a été un peu moins ciblé. Après, comme tu l'as dit, j'ai pas trouvé Sam Hauser particulièrement ciblé, mais justement là où d'habitude il est fort ou à minima pas mauvais, c'est dans la défense loin du ballon. Et c'est vrai que là, je l'ai semblé un peu. Il y avait certaines séquences défensives où j'ai l'impression qu'il était un peu perdu. C'est exactement mon sentiment. Alors après, les Cavs n'avaient pas, pour cibler un Pritchard par exemple, qui apporte quand même plus de choses dans le jeu qu'un Pritchard, n'ont pas cet ailier, voire ailier de grande taille pour le cibler encore et encore. Donc c'est vrai que quand t'as Garland sur le terrain qui va être un peu un des dépositaires du jeu, tu peux envoyer Pritchard dessus, c'est pas un problème entre guillemets. Donc c'est vrai que c'est une histoire de match-up aussi, je pense. Contrairement à quand on jouait Butler l'année dernière où Pritchard pouvait pas mettre un pied sur le terrain parce qu'il était ciblé systématiquement. Totalement, Hugo, ouais. Hugo, tu voulais nous parler de Joe Mazzulla? Ouais, c'est ça. Ça fait un peu écho avec ce qu'a dit Titouan sur Sam Hauser. Moi, au global, j'ai envie de dire que j'ai pas trop compris les choix et surtout les rotations de Joe Mazzulla. Même si voilà, je suis sans doute le premier et le plus grand défenseur de Joe Mazzulla, je dois avouer que sur cette série, j'étais un peu sceptique, notamment voilà dans le choix de pas faire jouer plus Sam Hauser. Moi, j'aurais plutôt tenté autre chose parce que on est resté dans une configuration assez classique globale, en tout cas en termes de rotation, avec l'absence de Porzingis, avec un Horford sur qui on a beaucoup tiré. On en reparlera après. Je sais que vous attendez quelques mots sur Al Horford, mais voilà, au global, on a beaucoup tiré sur Horford. Je crois qu'il joue, alors de mémoire, il y a un match où il joue quasiment 40 minutes, ça doit être le match 3 de mémoire. Je crois qu'il joue 39 minutes, c'est vraiment, c'est abusé. Alors que j'aurais préféré justement voir des minutes un peu plus réparties, surtout on va pas se le cacher, on avait beaucoup de marge quand même face à ces Cavs-là, et je pense que ça aurait pas été déconnant de plus gérer les minutes et de faire jouer par exemple un Sam Hauser un peu plus avec les starters, donner aussi des minutes en small ball 5 à Holiday avec un Tatum, etc. Limite jouer sans poste 5, faire quelque chose, tenter un truc, parce que je pense que l'important dans une série comme ça, c'est surtout d'impliquer tout le monde.
Et un Sam Hauser, alors Titouan va dire qu'il joue plus que Zvi, c'est vrai. C'est vrai. Maintenant, Joe Mazzulla ne fait pas toujours les bons choix comme je suis en train de le démontrer. Donc Zvi aurait mérité beaucoup plus de minutes que Sam Hauser, ça c'est un fait également. Mais bref, non, mais Sam Hauser, moi je pense que ça aurait été judicieux de lui donner plus de temps de jeu avec les titulaires notamment. Et au global, ouais, j'aurais préféré que Mazzulla tente un peu plus de choses, même limite tenter des choses dans l'adversité, tenter des nouveaux, enfin des systèmes, pas des systèmes, mais voilà des animations différentes, peut-être en défense. Je pense à une défense zone presse qu'on avait parfois testé en saison régulière, etc. Je pense que après l'absence de Donovan Mitchell, pardon, quand il n'avait plus que Darius Garland comme seul garde un peu capable d'être décent, parce que bon, j'ai rien contre Caris LeVert, mais voilà, ça reste un joueur, je pense, assez limité, même s'il est capable d'énormes coups de chaud. J'aurais préféré qu'on tente des choses, de vraiment mettre une grosse presse, utiliser Pritchard ou voilà, vraiment Pritchard sur Garland pour tenter de l'étouffer, sachant que Garland, tu sais, c'est pas le plus gros physique de l'histoire de l'NBA, donc j'aurais vraiment préféré qu'on tente d'autres choses plutôt que de rester dans une config vraiment classique où finalement, bah là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la série, elle a pas été très intéressante parce que oui, on avait une équipe qui était 3 têtes au-dessus de l'adversaire et on n'a rien tenté, on n'a rien essayé au final. On s'est juste contenté, voilà, de nos forces. C'est un peu l'élève qui arrive, qui est au collège par exemple, qui a 15 de moyenne sans rien faire. Et bon, on sait qu'il pourrait avoir, voilà, il pourrait avoir 18, il sait qu'il pourrait être excellent, mais il se contente d'être bon parce que bah il est largement au niveau pour des contrôles. Et en fait, c'est ça en fait que je pourrais reprocher à Joe Mazzulla sur cette série, c'est que oui, on a été bon, oui, on a gagné, mais j'aurais préféré qu'on tente des choses déjà pour rendre la série intéressante. Mais ça, bon, Joe Mazzulla s'en fout totalement des. Pour te régaler, quoi. Ouais, bah après pour me régaler, mais pour donner aussi un semblant de choses à un peu toute la Celtics Nation. Mais bon, là c'est un peu le côté syndicaliste qui parle, hein, mais non, mais voilà, j'aurais préféré autre chose, voir un peu des choses différentes dans une confrontation qui était finalement comment, je vais pas dire gagner d'avance, mais tout comme quoi. Tu reproches un ultra conservatisme qui joue la gagne, ok, un peu froid, mais pas patient. Un peu Max Allegri. Oula. Je salue tous les fans de la Juve qui sont délivrés aujourd'hui, donc coucou à eux. Est-ce que Titouan, je te lance sur est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur Mazzulla ou éventuellement attaquer le dossier Horford? Alors juste un petit mot sur Mazzulla pour dire que globalement je rejoins ce qu'a dit Hugo. Je vais juste dire 2 mots, un sur la rotation avec Hauser notamment. En fait, je crois que je sais plus si c'est toi Vincent qui disait ça ou Robin qui disait que Hauser, alors c'est pas spécialement pour le défendre, hein, mais Hauser, je pense qu'il a tout à gagner. Il fait partie de ces joueurs qui ont tout à gagner à jouer avec les starters et tout à perdre à jouer avec les remplaçants. Et encore une fois, c'est pas forcément pour le dédouaner complètement, mais c'est vrai que déjà le peu de minutes qu'il a eu, très souvent, il l'a eu en étant avec Pritchard et ou Cornet sur le terrain. Et je pense que ça joue pas énormément en sa faveur, alors que il a un profil défensif et offensif qui fitterait, je pense, parfaitement avec les minutes de Tatum, Jrue, White, vraiment en tant que role player finisseur aux côtés de porteurs de balles, d'initiateurs comme White et Tatum autour. Comment? Pour moi, c'est un talent dépendant. Souvent, chez les copains de Kendo, ils parlent de talent dépendant. Et clairement, lui, si tu le mets entouré de mecs qui arrivent à créer des décalages, il va pouvoir profiter de ça pour finir notamment derrière la ligne à 3 points. C'est vrai qu'un Pritchard peut plus survivre par lui-même, notamment depuis qu'il a progressé cette année, où des fois on le voit arriver à finir au cercle tout seul ou sur des petits mid-range. C'est vrai que Hauser est très dépendant des autres finalement. Ouais, Pritchard a ce côté création pour lui-même, même si c'est pas assez élite pour en faire un porteur de balle primaire en NBA, il a ce côté, ce handle qui est élite pour le coup, et cette capacité à créer un petit peu qui, oui, lui permet d'être un peu plus indépendant. Et l'autre point que je voulais rajouter sur Mazzulla, là où encore une fois je rejoins Hugo sur les petits soucis de rotation et sur le gros temps de jeu d'Horford, moi je suis étonné, parce qu'il me semble que Hugo t'en a
pas forcément parlé. Je suis étonné qu'on n'ait pas testé, toujours dans cette optique de tester des choses, de pas avoir donné un peu plus de minutes à Tillman. Je sais qu'il a pas rempli toutes les cases auxquelles on attendait quand Brad Stevens l'a ramené à la trade deadline. Mais ouais, avec l'absence de Porzingis et le fait qu'en plus en face il y avait pas de Jarrett Allen, donc en fait en dehors de Mobley il y avait pas spécialement cette menace aérienne qui fait que on le sait, Tillman il est pas forcément très 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 vertical en fait dans sa défense. Je suis étonné qu'on n'ait pas testé un peu de Tillman, notamment sur les minutes par exemple où Mobley est pas là. J'étais un peu déçu parce que j'aurais bien voulu voir ce que ça donne, même si c'est sur 10 minutes par match défensivement, même si offensivement on sait que c'est plus compliqué, mais comme l'a dit Hugo, face à cette équipe des Cavs décimée, je pense qu'on aurait pu survivre avec 10 minutes de Tillman en attaque. Complètement. Allez, du coup, vous avez gagné, c'est moi qui me lance sur Horford. Vas-y, fais-toi plaisir. Non, en plus, moi, je suis toujours très haut sur Horford. Pourquoi c'est un sujet? Parce que, clairement, c'est devenu on a beaucoup tiré sur lui, c'est devenu le pivot titulaire en absence de Porzingis. C'est assez compliqué sur la défense du pick and roll. Il a pas rentré ses tirs jusqu'au match 5 en plus. Donc, offensivement, ça apportait pas grand chose. Mais moi, j'ai toujours vu des flashs toujours intéressant, notamment ce match 5 où il est énormément ciblé, isolé par Garland et où ça fait complètement le boulot, voire même c'est peut-être là qu'il est encore le meilleur quand il se fait isoler, et j'ai trouvé que Garland n'avait pas fait grand-chose. Donc oui, non, pas grand-chose à lui finalement. Enfin, il y a des choses à lui reprocher, mais compte tenu de son âge, de son statut de pivot remplaçant normalement, donc là on l'a fait jouer 33 minutes, 35 minutes, 39 minutes, Hugo l'a dit tout à l'heure. Non, je veux pas lui tirer dessus à outrance. Si un de vous veut le faire, qu'il se gêne pas, mais par rapport à l'opposition qui nous était présentée, il a tenu la baraque face à Evan Mobley. Il a un des meilleurs net ratings sur la série de l'équipe, voire même le meilleur. Donc quand il est sur le terrain, même si c'est tout petits échantillons, les choses se passent pas trop mal par rapport à quand il y est pas. Donc ça veut dire qu'il tient la route. Donc non, toujours très satisfait. Je reste toujours sur mon prisme que c'est le pivot remplaçant qui devrait jouer entre 20 et 22, 23 minutes par match. Donc c'est vrai que quand on lui en demande plus, mais peut-être que parfois c'est assez cata dans la défense du pick and roll notamment, sur la mobilité, mais ça tient toujours la route. C'est toujours très combatif. Donc merci Monsieur Horford pour tout ce que vous faites. Allez-y les gars, un de vous deux. Je vais continuer avant que Hugo ramène le chalumeau. Non, moi comme tu l'as dit, je pense que ce qui est important de rappeler avec Horford, c'est ce qu'on lui demande de faire, ce qu'on lui a demandé de faire sur cette série, notamment en termes de responsabilité et de minutes, vis-à-vis de ce qu'il est vraiment en fait au début de cette saison, c'est-à-dire un joueur qui sort du banc, qui est payé 10 millions et qui a 38 ans en fait. Et je pense que là, on en avait parlé un peu juste avant d'enregistrer le podcast. Je vous avais envoyé un message dans notre groupe de conversation où j'avais dit qu'en fait, on sait qu'il a plus la mobilité et l'impact qu'il avait avant, mais que voilà, au vu de son âge, en fait, on lui demande de jouer 30, voire 35, voire 39 minutes dans des matchs de play-off qui en plus s'enchaînent tous les 2-3 jours. En fait, je pense que, comme j'avais dit, le costume, pour moi, en fait, a été un peu trop grand sur cette série par rapport à ce qu'il est en 2024, tout simplement. Donc, on peut être déçu de sa performance si c'était un pivot titulaire, mais en fait, on sait que c'est plus un pivot titulaire et il est là par défaut parce que Porzingis est blessé. Donc non, moi je trouve qu'il a plutôt fait le strict minimum, on va dire, enfin même plus que le strict minimum vis-à-vis de ce qu'il est et de ce qu'on lui a demandé. Nickel. Vas-y Hugo, enchaîne. Déjà, on dit que j'allais sortir le chalumeau, j'ai pas forcément besoin pour allumer quelqu'un qui est déjà cramé, mais j'étais obligé. Je la prépare depuis 2 minutes, celle-là. Non, plus sérieusement, je suis d'accord. En fait, je suis d'accord avec Titouan. Si on prend les attentes telles qu'elles sont, c'est-à-dire de pivot remplaçant, oui, ok, ça reste, on va dire, ok tiers. Maintenant, je pense qu'on est obligé d'analyser, enfin, de répondre à cette question par le prisme de ce qu'on lui demande de faire à l'instant T, parce que on sait jamais si Porzingis n'en vient pas dans
voilà, une complication n'en vient pas dans les 3 semaines qui suivent, on arriverait potentiellement finale NBA avec Al Horford titulaire. Donc on est obligé pour moi de prendre ce prisme-là et de pas analyser le rôle potentiel d'Al Horford qui, encore une fois, si c'était sur un rôle de 20 minutes, alors je trouverais déjà que c'est quand même ça serait dur parce que honnêtement sur la saison régulière, hormis sur quelques performances, je trouve quand même que voilà, ça sent la fin. Al Horford, avec tout le respect que j'ai pour lui et tout l'amour aussi que j'ai pour lui parce qu'il a été un fier représentant des Celtics depuis pas mal d'années. Là on sent que voilà, ça commence à être très très dur des deux côtés du terrain. Autant offensivement, il continue à exister avec son tir extérieur. Enfin, finalement, il fait plus que ça. Et j'ai envie de dire heureusement parce que quand une bande de postés, franchement, quand une bande de postés, à chaque fois, je touche ma nuque en espérant qu'elle soit humide parce que voilà, c'est dur à voir. Franchement, c'est dur. On sent il a vraiment plus le jus pour faire quoi que ce soit au poste. Et en plus, il a jamais, alors c'est Elias qui dit souvent ça, je suis d'accord avec lui, il n'a jamais eu vraiment le toucher pour être un bon joueur de post-up. Donc voilà. Finalement, quand il est à l'extérieur de la raquette, pourquoi pas en attaque. Par contre, défensivement, alors là, franchement, c'est très compliqué. Je parlais du pick and roll pour Luke Cornet tout à l'heure, mais je pense que Al Horford est encore un moins bon défenseur de pick and roll que Luke Cornet, en tout cas en 2024. Et c'est là surtout il fait vraiment son âge pour le coup, le côté défensif, parce que oui là ça commence vraiment à être difficile, pardon. Je trouve il a plus comment dire, je le trouve plus aussi fort du haut du corps qu'il était avant, où il pouvait vraiment contenir énormément de duels. Là aujourd'hui c'est plus sur une histoire on va dire de placement, mais il a toujours son QI défensif qui l'aide à sortir quand même de quelques situations. Maintenant, physiquement, il est plus capable de grand chose et on le sent clairement passer. Alors, j'espère que Porzingis sera de retour. J'espère aussi comment dire, que même si Porzingis n'est pas de retour, on limitera ses minutes. Je pense que si on prend en finale de conférence Knicks, qui, soit dit en passant, sont quand même les mieux placés pour être nos adversaires. Je pense que Tillman serait un bon match-up, notamment pour batailler, pour ferrailler, j'ai envie de dire. Ce serait pas une bataille très esthétique, mais pour ferrailler avec Hartenstein. Je pense que Tillman fit un peu plus que Cornet dans le côté vraiment vraiment besogne, dur besogne. Donc ouais, pourquoi pas voir du Tillman, même si je pense que Cornet sera quand même vital par sa taille. Mais voilà, si on doit résumer la série d'Al Horford, je dirais mauvaise, même s'il y a ce match 5 qui est exceptionnel et qui finalement le sauve plus ou moins de certaines critiques aujourd'hui, parce que j'aurais peut-être été beaucoup plus véhément s'il n'y avait pas cette lueur d'espoir avec son match 5. Maintenant, il faut vraiment espérer un rôle diminué pour lui, parce que encore une fois, ça commence à être dur. Des fois, je le vois, j'ai envie de lui mettre une petite tape à l'arrière du crâne en disant bon, c'est pas grave, Al, tu sais voilà, c'est l'âge quoi. Tout le monde nous rattrape finalement. L'âge nous rattrape, on finira tous comme ça, donc c'est pas grave, Al, mais voilà. Je me sens obligé de t'arrêter pour avoir tout juste un an de moins qu'Al Horford. Il y a plus grand chose à tirer de moi. Je suis bien d'accord physiquement. Si à 38 ans j'ai le physique d'Al Horford, je suis content. Ouais, après, Vincent, encore une fois, comme j'ai déjà dit dans un autre podcast, t'as toujours toi ce shoot dans le corner. Ouais, c'est pas une légende urbaine, d'ailleurs, personne n'a jamais vu et ne verra jamais. Dans mon jardin, je précise, c'est toujours très important. C'est moins loin. Ok, impeccable. Bon, on a parlé de quasiment tout le monde, sauf d'un joueur, et on va se faire un petit focus sur le début de playoff, donc cette moitié de playoff de Jason Tatum. Vous allez me dire ce que vous pensez, parce que on lit dans plein de médias, ça parle beaucoup de Tatum et de ses playoffs. Qu'est-ce que vous pensez de ces playoffs, Titouan? Dis-moi comment tu juges les playoffs de JT. Ils sont pas exceptionnels. C'est le moins qu'on puisse dire. On n'a pas un grand Jason Tatum, mais d'un autre côté, on n'a pas besoin d'un grand Jason Tatum. Donc ça, c'est ce qui nous sauve un peu. Par contre, ce que j'aime bien et ce que les grands médias justement ne disent pas, c'est le côté où ils forcent pas. Et je trouve qu'on a assez souvent
décrié Tatum pour le côté un peu je prends mes tirs, je me prends pour Kobe, voilà, je prends 25 tirs, pas toujours des plus efficaces, etc. Là pour le coup, j'ai bien aimé, et c'est valable pas forcément que contre les Cavs, hein, mais aussi contre le Heat, j'ai bien aimé le côté un peu je laisse le jeu venir à moi et je force pas. Même si face aux Cavs, je trouve, notamment dans le match 4 et match 5 je crois, où il y a beaucoup plus de séquences où il va prendre son ISO en post-up et il va faire son petit fade away là, qu'il aime bien le long de la ligne de touche. Mais sinon, ouais, même les pourcentages, tu vois, en soi, ils sont moyens. Mais on sait qu'il y a la variance et que ça vient. Enfin, Tatum m'a déjà montré qu'il savait répondre présent en playoff. Je veux dire, on va pas nous faire croire maintenant que Tatum il a toujours été mauvais en playoff. Je veux dire, le nombre de matchs où il a montré qu'il était capable de porter son équipe, il l'a déjà fait. Donc même, je me suis amusé à calculer le true shooting et du coup le nombre de points par tir de Tatum sur sa série face aux Cavs, il est à 1,14. Ce qui est pas ouf, mais c'est pas aussi cata, je trouve, que ce qu'on veut bien nous faire croire quand on lit certains trucs. Donc voilà. Par contre, moi, les deux choses sur lesquelles je veux appuyer, qui sont pour le coup vraiment positives sur ces playoffs, c'est son agressivité vers le cercle et sa provocation de faute, notamment face aux Cavs. Je trouve qu'elle était vraiment intéressante. Et le deuxième truc, et ça m'a sauté, enfin je l'ai encore, c'est assez frais dans ma tête parce que ça m'a impressionné au match 5, c'est sa défense. Sa défense au match 5, je la trouve incroyable. Notamment la défense off-ball, on sait que ça a toujours été sa force, plus que sa défense sur l'homme. Mais je trouve sa défense sur la série, sur les playoffs, même de manière générale, et encore plus sur ce match 5, je l'ai vraiment trouvé incroyable, où il est sur toutes les lignes de passe, il fait chier tout le monde à chaque rotation. Enfin, je l'ai vraiment trouvé, autant offensivement, je peux comprendre qu'il y ait des choses à redire. Même si pour moi en fait c'est énormément lié à la variance de son shoot. Pour l'instant il met pas dedans, voilà, ça arrive. Autant défensivement je trouve qu'il n'y a pas grand chose à lui reprocher. Ouais, je suis d'accord. Je rajouterais protection de cercle secondaire plus rebond en choses très très positives sur au moins sur cette série-là. Je le trouve vraiment vraiment excellent. Toi Hugo, t'es sur la même ligne? Alors moi, je suis même, je pense, au-dessus de Titouan, contrairement à, comme là, justement, signalé Titouan, contrairement à ce que peuvent dire les gros médias, notamment une certaine émission sur la télé française à midi 45 de mémoire, qui appelle ce joueur d'ailleurs Jason Tatum, un truc comme ça, donc une prononciation aussi exécrable que leurs analyses. Enfin, ça n'engage que moi. Je ne veux pas causer de tort à ce podcast, mais bref. Mais non, enfin, oui, les grands médias ne vont pas nous le dire, mais ce qu'on voit de Jason Tatum, alors ok, il y a cette petite problématique, on va dire, d'adresse, notamment sur le shoot extérieur, où parfois, on va pas se le cacher, parfois il est ouvert et c'est des tirs qu'il nous a habitués à mettre. Donc là-dessus, on peut le critiquer sur l'adresse extérieure, je veux bien l'entendre. Par contre, sur tout le reste, honnêtement, les playoffs qu'il fait, notamment, alors bon, il y a le côté agressivité, même si là ça va mieux sur les dernières prestations, mais notamment s'il arrive à nous créer à la passe, je pense que c'est le meilleur Jason Tatum à la passe qu'on ait eu depuis le début de sa carrière, depuis le début de sa carrière en playoff aussi. Honnêtement, ça à se demander si c'est pas devenu un playmaker de tout premier ordre. Et honnêtement, je veux pas paraître trop trop hipster, trop aller dans le sens dans le zig quand tout le monde va dans le zag, mais personnellement je trouve les playoffs de Jason Tatum très très bonnes. Oui, il y a la problématique d'adresse, mais au-delà de ça, si on analyse vraiment tous les aspects du jeu, je vois pas d'autres gros défauts, à part peut-être oui, on peut lui reprocher notamment sur les premiers matchs de la série et aussi face au Heat, de peut-être pas prendre les choses de prendre le jeu à son compte, mais est-ce qu'on peut lui en vouloir quand il est aussi polarisant pour une défense et qu'il arrive à faire le bon choix derrière, et encore plus même quand il est en fin de possession à créer un shoot ouvert en fin de possession. Honnêtement, le Jason Tatum qu'on a aujourd'hui, pour moi, je préfère ce Jason Tatum là que Jason Tatum qui mettait, je sais pas, 50 points contre Brooklyn au premier tour des playoffs dans une série où on n'avait aucune chance de gagner, mais
mais même si lui, il était très fort, bah, on sentait que c'était un Jason Tatum qui n'avait pas encore totalement mûri, en fait. Parfois, il prenait des shoots un peu compliqués, etc., alors qu'il y avait un choix plus facile. Et on l'a assez critiqué à ce moment-là, en disant, bah, franchement, parfois, il pourrait simplifier un peu son jeu, etc., etc. Là, honnêtement, on a la version vraiment simplifiée de son jeu en attaque, la version simplifiée dans l'idée, mais dans l'efficacité, hormis le shoot, l'efficacité de Tatum sur ses playoffs, elle est très très bonne. Il arrive à générer énormément. Donc honnêtement, je vais pas lui jeter la pierre d'avoir simplifié son jeu et d'être devenu un joueur ultra efficace. Ça, je pourrais pas lui jeter la pierre, ça c'est sûr et certain. Super. Bon, ben finalement, nous on est plutôt positif sur son début de playoff, finalement, pas malgré tout ce qu'on entend. Et je suis ravi qu'Hugo se soit confié à nous et nous ait dit qu'il regardait des émissions à 12h45. J'aurais pas cru. J'aurais pas parié là-dessus. C'est quand le repas chauffe, tout ça, là, tu vois. Ça marche. En parlant de médias, je voulais lancer un petit débat, mais alors c'est peut-être plus un débat pour moi, alors peut-être qu'on va passer vite dessus. Je voulais qu'on revienne sur le traitement médiatique de cette équipe de Boston, donc qui a enchaîné 2 tours face à des équipes décimées par les blessures, largement inférieures à notre équipe. Le traitement médiatique, notamment sur les 2 défaites en match 2 des 2 séries, moi j'ai beaucoup entendu que à chaque fois, on est revenu sur un Boston suffisant, un Boston qui prenait de haut son adversaire, qui était à la cool, qui limite respectait pas l'adversaire, était obligé de se prendre une baffe dans le visage pour ensuite se remobiliser et finalement finir les séries avec finalement très peu de crédit donné aux 2 adversaires. Donc moi je voulais savoir tous les deux, les gars, si vous étiez sur cette ligne, si vous trouviez qu'à chaque fois on avait fait des matchs mauvais, pitoyables et que ça venait de nous, ou si on finalement pouvait redonner un peu de crédit sur ces 2 défaites à nos adversaires qui finalement nous ont fait déjouer sur un match. Je sais pas ce que vous en pensez, Titouan, toi ce que tu en penses sur ces 2 défaites notamment et le traitement médiatique qui est fait de cette équipe. Je pense que déjà on est aussi un petit peu responsable, nous, en tant que fans des Celtics, de ça, parce qu'on est les premiers, dès qu'on perd un match, à crier au désespoir, et c'est bon, c'est fini, c'est l'effondrement du monde et tout. Enfin, on est les premiers là-dessus. Et d'ailleurs, c'est assez marrant de voir à quel point on est perçu et on perçoit les Celtics à chaque défaite et en fonction de leur série. Alors que d'un autre côté, alors évidemment, l'adversité est pas du tout la même, mais de l'autre côté, on regarde par exemple les Nuggets, qui sont champions en titre et qui visent clairement le back-to-back, qui ont perdu quand même de 45 points, je crois, la nuit dernière, face aux Wolves. Alors encore une fois, hein, les Wolves, c'est pas du tout la moitié de l'adversité que nous enfin c'est même plus que le double que ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Mais voilà, c'est quand même marrant de voir que la différence de traitement médiatique entre une défaite des Celtics et 3 défaites des Nuggets. Mais sinon, non, moi ce que j'ai bien aimé, c'est la déclate de Tatum, en fait, sur le fait qu'après une telle saison régulière, tout le monde s'attend à ce que, en gros, les Celtics sweepent tout le monde jusqu'en finale NBA. Et alors ok, il y a des blessures en face. Encore une fois, l'adversité, elle est quand même assez moyenne. Et effectivement, les Celtics jusqu'à maintenant en playoff n'ont pas proposé forcément le basket le plus beau, mais je trouve que ça reste relativement efficace. Pour l'instant, c'est suffisant en tout cas. Et les gens qui regardent les matchs des Celtics le voient à chaque fois. En fait, c'est un peu ce que je disais quand on faisait le bilan de la série, mais à chaque fois les Celtics, quand ils s'y mettent dans chaque match, ils font ce run en fait et ils peuvent te prendre 10-15 points d'avance avec une facilité vraiment déconcertante. Mais effectivement, il y a ce côté un peu lâcher rapidement son avance. Et je crois que c'est un membre du Discord du Basket Lab, ou c'est toi Vincent, je sais plus qui disait que de toute façon en fait les Celtics sont un peu tout à perdre dans ces playoffs, parce que soit ils sont champions et on va dire c'est normal vu leur équipe, vu la saison régulière, en fait c'est logique, et soit ils sont pas champions et on va dire que ça a choqué en gros. Mais voilà, c'est comme ça, et je trouve qu'on sous-estime un peu l'aspect chance, dans le sens où là encore on en a parlé en off entre nous, mais en fait, j'ai l'impression que les Celtics, on leur trouve toujours des excuses, mais enfin des reproches plutôt. On trouve toujours des reproches du genre ouais, mais les Celtics, vu l'adversité, ils devraient y arriver facilement, vu leur équipe, vu l'adversité. En face, il y a plein de blessés, etc. Sous-entendu, les autres ont pas de blessés. Enfin, les autres champions ou les autres équipes qui ont
ont performé en play-off n'ont jamais eu de blessés. Alors qu'en fait, pour moi, tout cet aspect blessure, match-up, tir de chatte qui rentre, etc., cet aspect chance, en fait, il a toujours été là tous les ans, en fait. Donc je vois pas pourquoi là d'un coup on devrait reprocher, entre guillemets, reprocher aux Celtics que les adversaires aient des blessés, surtout qu'en plus les Celtics ils sont pour rien. Alors qu'en fait, chaque année, c'est toujours la même chose. Les blessés, ça fait partie du sport. C'est comme ça, en fait. Ok. Ouais, oui, après, en plus, là, pour le coup, on finit premier de saison régulière, tu prends le 8e décimé, et derrière, tu prends le vainqueur du 4-5. C'est assez logique d'avoir un parcours un peu plus facile. Alors là, c'est encore amplifié avec les défaites. Alors toi, Hugo, le traitement médiatique, toi qui suis les médias, les grands médias, là, a priori, je vais pas te lâcher. T'en as pensé quoi, notamment de ces deux défaites, ou est-ce que toi tu dis, bah non, les deux défaites, on était nuls, et puis oui, c'est clairement de notre faute, on ne devait pas les perdre, ces matchs. Un peu des deux. Alors, je vais commencer par le match 2 face aux Cavs. Je pense que, je vais pas dire qu'on aurait jamais dû le perdre, mais en tout cas, je pense qu'on n'aurait jamais dû l'attaquer avec cette, je vais pas dire cette mentalité parce que ça on ne sait pas, mais cette intensité, parce que franchement, si on regarde le match 2, enfin, on sent pas une équipe qui est là pour se battre pour enfin, limite, elle est pas là pour jouer un match de basket. J'ai même pas envie de dire pour une joute de play-off, parce que sur certains matchs, il n'y avait pas non plus l'intensité play-off. Là, j'ai l'impression qu'ils avaient juste pas trop envie d'être là. Enfin, j'imagine que l'envie était là, mais ça s'est pas caractérisé dans les attitudes notamment. Et bravo aux Cavs en tout cas d'avoir exploité ça. Bravo aux Cavs d'avoir surexploité le pick and roll sur ce match, d'avoir rentré je sais plus combien de tirs à 3 points, mais enfin, voilà, pour le coup ils ont ciblé la bonne chose à cibler, donc bravo à eux. Maintenant, je dirais pas que bon, le niveau des Celtics, en tout cas quand on a perdu ces deux matchs, je pense que pour le coup les médias ont eu un peu raison de nous taper dessus, parce que le niveau proposé sur ces matchs était clairement pas bon. Ça c'est factuel. Maintenant, c'est vrai que quand on entend tout le pataquès qu'il y a autour de nous, enfin, je dis nous pour les Celtics, voilà, mais quand on entend tout le pataquès autour de cette équipe dès qu'on perd un match, on a l'impression qu'on est je sais pas, à 3-1 pour l'adversaire dans une série. C'est assez quand on regarde par exemple par les analyses de Stephen A. Smith, tout ça. Bon, je prends vraiment pour caricaturer au possible. Hein, je prends Tu cherches là quand même. Voilà, je choisis le caviar, enfin le caviar, mais version voilà, rayon Il prend le fond de la poubelle d'une poubelle qui est déjà dans une poubelle. Ouais, c'est ça. On est une triple mise en abîme, on est au max. Mais voilà, donc quand on entend pardon, pas des interviews, mais des analyses comme ça, forcément, je pense que les gens ont tendance à y croire. Ils se disent bon, ok, peut-être que ils sont mieux renseignés que nous. Ils bossent quand même dans le même média que des mecs sérieux comme Brian Windhorst et compagnie. Donc peut-être qu'ils ont entendu des trucs comme ça. Donc je peux pas, voilà, je peux pas jeter la pierre à des gens qui pourraient y croire. Maintenant, c'est sûr que ces analyses de comptoir, il faut arrêter. Si on a perdu ces matchs, c'est pas parce qu'on serait capable de perdre le titre. Enfin, si on serait capable de perdre le titre, je me suis mal exprimé, mais voilà, c'est pas parce qu'on a perdu un match bêtement ou en étant mauvais que il faut tout jeter par la poubelle. Aujourd'hui, si on regarde le bilan, donc alors de mémoire, on a fini la saison régulière en 70, je sais plus, mais avec 18 défaites, un truc comme ça. Au global, là, je crois qu'on est j'ai plus le chiffre exact, mais je crois qu'on est quasiment en 82, 82-20, un truc comme ça. Donc, enfin, 8-2, net rating plus 12,8, tu roules sur les playoffs pour l'instant. Si on prend depuis le début de saison, on a dû perdre 20 matchs. Enfin, une équipe qui perd 20 matchs au bout de quasiment une centaine de matchs, il faut pas tout jeter du jour au lendemain parce qu'on a été nul sur 2 matchs, quoi. Donc, alors oui, c'est inquiétant le fait que comme on l'a souligné depuis le début de l'émission, ce qui est inquiétant, c'est le fait qu'on soit un peu sur courant alternatif, qu'on soit capable d'accélérer quand on le veut, mais aussi de passer à côté. Et moi, ce que je voudrais souligner surtout sur cette équipe, ce qui m'inquiète le plus, c'est que parfois dans des matchs, on reste bloqué à des +9, à des +13, des choses comme ça. On pourrait mettre 1 ou 2 paniers pour vraiment passer, enfin comment dire, pour assurer, enfin pas pour assurer, mais pour passer la barre psychologique des 10, des 15 points parfois.
Et finalement, on a souvent 2-3 occasions de le faire, et c'est paradoxalement sur ces possessions-là qu'on est extrêmement mauvais, qu'on choisit à chaque fois de très mauvais shoots. Donc ça, c'est un point qu'il faudra clairement améliorer, parce que je voulais le signaler. C'est un point sur lequel on n'est pas bon. Maintenant, oui, il y a quelques points sur lesquels on est perfectible, ça c'est sûr et certain. Mais au global, on reste une équipe qui a gagné, qui a perdu 20 matchs sur 92, quoi. Donc il faut pas tout jeter à la poubelle. On est clairement, voilà, les médias, on peut dire ce qu'on veut, on peut dire ce qu'ils veulent, pardon. On reste une équipe de très très haut niveau, probablement une des, allez, on va dire 3 meilleures équipes en NBA si pour fâcher personne, mais non, enfin les médias n'auront pas notre poids avec leur narratif, ça c'est sûr et certain. Bah, surtout qu'en plus, enfin, je tiens à préciser que je pense qu'on a envie, bah, comme encore une fois, comme l'avait dit Tatum, que sous prétexte qu'on a marché sur la saison régulière, on devrait marcher sur les playoffs, alors qu'on sait que enfin, pour moi, c'est normal que tu sweeps pas tout le monde, parce qu'en fait, il y a toujours un moment où tu vas être un peu moins dedans, les shoots vont moins rentrer, peut-être qu'inconsciemment, les Celtics mettent moins d'intensité parce qu'ils savent qu'ils sont largement au-dessus de l'adversaire et que du coup, je dis pas que c'est bien, hein, mais voilà, peut-être qu'inconsciemment tu te relâches un peu, tu la joues un peu plus facile et du coup, bah en face, ça reste quand même des joueurs NBA, ça reste quand même des bons joueurs et du coup, tu peux parfois sur un match, ouais, te faire surprendre. Typiquement, perdre contre le Heat, aussi décimé soit-il, tu sais que Spoelstra il va t'en prendre un en fait pendant les playoffs. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on a fait nos pronostics, il y a très peu de gens qui ont pronostiqué 4-0 parce qu'à chaque fois tu te dis Spoelstra tu vas en perdre un. Pareil contre les Cavs, tu sais que les Celtics, il y a un match dans la série où ils vont prendre un peu trop de 3 points, ils vont pas les mettre, ils vont un peu s'endormir et tu vas perdre un match à la con comme ça. Mais c'est pas une fin en soi, c'est pas parce que tu perds un match dans la série que forcément c'est la catastrophe et c'est bon à perdre. Et comme disait Hugo, où il disait que c'était un peu mal exprimé, je vois ce qu'il veut dire dans le sens, si les Celtics ils gagnent pas le titre cette année, ce sera pas parce que ils ont perdu un match face au Heat au premier tour ou un match face aux Cavs au second tour. Ce sera pour d'autres raisons qui seront plus, enfin, alors il peut y avoir les raisons blessures, mais qui seront sûrement plus tactiques et basket que on a fait un mauvais match face au Heat décimé alors qu'on aurait dû les sweep. Ça change rien. Et d'ailleurs, petite fun fact, j'ai vérifié pendant qu'Hugo parlait. L'équipe all-time des Warriors là avec KD et tout ça là 2017-2018. En 2018, ils perdent un match face au je l'avais sous les yeux. Ils perdent un match face aux Pelicans. Alors ils perdent un match au premier tour face aux Spurs. Ils battent les Spurs 4-1. Mais bon, Curry était blessé, donc à la limite pourquoi pas. Par contre, au complet, ils perdent contre les Pelicans au second tour. Un match. Ils perdent un match, ils perdent 4-1, enfin ils gagnent la série 4-1, et ils perdent un match aux Pelicans au second tour, et on parle d'une équipe où il y avait quand même Klay Thompson Prime, Draymond Green Prime, Curry, Durant, enfin voilà, vraiment le Big Four, vraiment l'équipe all-time par excellence, quoi. Et ils perdent contre des Pelicans où il y a clairement Anthony Davis, Jrue Holiday, et c'est tout. Parce que derrière, c'est le Rajon Rondo, mais Rajon Rondo un peu cramé quand même, et Étoile Mort 35 minutes par match. Donc voilà, c'est juste pour dire, ok, les Celtics ils ont perdu, mais en fait, ça arrive à n'importe quelle grosse équipe. Alors, comme dit, j'ai vérifié ça rapidement pendant que Hugo parlait. Il faudrait vérifier des équipes comme, je sais pas, comme les Bulls par exemple, parce que souvent on compare avec les Bulls de Jordan. Je suis persuadé qu'ils ont dû perdre un match à la con au premier ou au second tour des playoffs. Et ça en fait pas pour autant une équipe complètement naze et c'est bon, faut abandonner, ils gagneront jamais en fait. Ça marche très bien. Bon, en conclusion, j'avais la question de savoir si vous étiez satisfait de ce début de playoff, mais je pense qu'on a largement répondu depuis pas loin d'une heure à cette question. Et ben, je vais vous demander à chacun si vous aviez un axe d'amélioration que vous voudriez voir, notamment sur le prochain tour en finale de conférence. Qu'est-ce que ça serait un truc que vous voudriez corriger, voir de nouveau face aux Pacers ou aux Knicks, Hugo? Un truc vraiment que t'aimerais voir sur ce prochain tour? Voilà, si je veux faire la réponse très facile, je dirais j'aimerais revoir Kristaps Porzingis sur le terrain, mais non, sinon un axe d'amélioration. Bon, je pense que là c'est vraiment ciblé face aux Knicks parce que voilà, je l'ai déjà dit depuis de nombreuses semaines, les Knicks me font très très peur.
Moi, ça serait vraiment, alors c'est un point sur lequel on est déjà très 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 bon. Bon, on est au moins décent. Par contre, face aux Knicks, c'est vraiment, je pense, leur qualité première. Ça sera pour nous, en tout cas, de sécuriser le rebond défensif, et pour eux, au contraire, essayer de leur limiter les secondes chances. Parce qu'avec des joueurs aussi bons rebondeurs offensifs que Hartenstein, justement, dont je parlais tout à l'heure, que même Josh Hart ou Jalen Brunson, qui même pour sa taille est capable d'en prendre quelques-uns, c'est là-dessus. Alors on sait, je lisais un article il y a quelques années de The Athletic, il me semble, qui disait que les rebonds ne faisaient pas gagner de titre. Et d'ailleurs, il y a un très bon, je sais plus, c'est un article sur son Patreon ou ça doit être ça de Ben Taylor que je vous invite à suivre pour ceux qui ne le feraient pas. Il fait de très bonnes vidéos YouTube, mais il n'en a pas fait sur ce point-là, il me semble. Mais un article qui remettait finalement cette thèse, qui remettait sur le tapis, en tout cas, cette thèse il y a quelques années, en se demandant si les rebonds ne permettaient toujours pas de gagner des titres. Et je vais pas vous spoiler la conclusion parce que je pense que certains pourraient être intéressés par la lecture, mais au global, ça a quand même un peu évolué. C'est pas aussi catégorique qu'avant. Et si on regarde les Knicks, moi ce qui me fait vraiment peur, c'est ça. Ça serait vraiment le côté rebond offensif et qu'ils aient, je sais pas, 3 ou 4, là c'est vraiment pour caricaturer au possible, mais au moins 3 possessions par attaque. Là, ça serait vraiment compliqué je vais pas dire de les battre sur 7 matchs, mais ça serait compliqué de se rendre d'avoir vraiment une série facile. Ouais. Et pour revenir sur ce que tu disais, on a été excellent au rebond. Je nous ai trouvé très très concentrés et impliqués au rebond sur les 2 séries, et notamment la dernière série contre les Cavs. Je nous ai trouvé vraiment, je pense, c'est peut-être un des domaines où on a été le plus performants. Et toi, Titouan, un souhait pour la prochaine série? Effectivement, comme l'a dit un peu Hugo, je pense que notre façon d'attaquer et de défendre va énormément dépendre de si Porzingis est là ou pas. Ça c'est sûr. Mais au-delà de ça, c'est un peu facile à dire, mais évidemment j'aimerais voir un peu plus. En fait, c'est toujours le même discours, mais essayer d'utiliser un peu plus la force qu'est Tatum en post-up, notamment plus pour de la création que pour de la finition, notamment avec ses turnaround fadeaway là. Pourquoi pas utiliser un peu plus de Jrue sur du short roll quand il est utilisé un peu comme un big. Donc moi je vais plus m'axer sur l'attaque parce que les Knicks ont une très bonne défense et je serais curieux de voir comment on va sûrement en parler dans l'épisode preview qui arrivera dans quelques jours, mais voir un peu comment on va attaquer face aux Knicks, face aux Pacers, ce serait un peu différent, mais un peu plus de polyvalence offensive, on va dire, ou on va dire attaquer plus intelligemment. Voilà, pas forcément. Je veux pas forcément, même si on a envie de voir ça parce que c'est plus esthétique. Je veux pas forcément avoir ce fameux Spurs basketball là où il y a beaucoup de mouvements de ballon, etc. Moi, je m'en fiche. Moi, ce que je veux, c'est que ce soit efficace. Et on voit que les Celtics ont été capables de le faire plusieurs fois. Mais du coup, j'aimerais qu'on retombe sur du basket efficace et pas toujours ces pull-up à mi-distance que les Jays aiment bien prendre, quoi. Très bien. Bon, je crois qu'on a fait un bon tour pour cette série. Heureusement qu'elle était pas terrible, cette série, parce que sinon on aurait pété les compteurs au niveau du temps. Comme tu le disais, Titouan, au niveau du trèfle, on va se retrouver dans 24, 48, 72 heures pour la preview des finales de conférence. Du coup, il va falloir qu'on ait un adversaire déjà. Je vais vous remercier tous les deux d'avoir été là ce soir, notamment toi, Titouan. Je l'ai pas dit au début, mais tu nous as dépanné au dernier moment, en dernière minute, donc c'est super sympa. Merci. Parce que Robin préfère avoir une vie de famille, super. C'est insupportable. C'est vraiment insupportable. Voilà, merci à vous deux et on se retrouve très vite pour un prochain épisode en espérant pour déjà des previews des finales de conf et puis après on reviendra effectivement sur ces finales de conf plus ultérieurement. Merci. Ciao. About a 2-second difference between the shot clock and game clock. On the drive, pull-up jumper, it's good! Isaiah Thomas gives the Celtics the lead with 2.4 remaining. 13-14.
And Atlanta calls their final timeout. So many big shots for both teams, Jeff, down the stretch.